Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte et des initiatives, qu'elles soient sur le plan local ou national. Et c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. On s'intéresse aujourd'hui à Gennevilliers. Ça se trouve près de Paris, bien sûr, cette ville des Hauts-de-Seine. Dynamique avec pas mal de défis sur le plan éducatif. Vous le verrez dans un instant. Gennevilliers, entrée sport et réussite. Plusieurs centaines de collégiens s'accrochent au fil continu, plus de 10 ans d'existence pour ce dispositif qui tend la main à ceux qui sont exclus temporairement de leur établissement. Explication dans un instant. Et puis Gennevilliers, Alix, une ville jeune et une ville sportive. Oui, avec les JO en ligne de mire, on va parler de la Run and Fun. Et on en parle avec monsieur le maire dans un instant. C'est parti pour l'expression orale. Et on accueille dans le MAG Patrice Leclerc. Bonjour monsieur le maire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maire de Gennevilliers, conseiller métropolitain, apiculteur. Et oui, amateur. Amateur et auteur de Inventons, un nouvel art de vivre populaire. C'est aux éditions Arcane 17. Est-ce que aujourd'hui on reçoit un maire en colère? Un peu, en colère et dépité, c'est-à-dire que c'est les deux à la fois. Alors que le ministre de l'Éducation nationale avait promis un enseignant devant chaque classe, à Gennevilliers, il manquait à la rentrée 8 enseignants, voire 9, et pendant un mois. Donc il a fallu... D'ailleurs, il y a un petit côté dramatique de ce point de vue-là, à la fois parce qu'il y a un manque pour les... C'est jamais vu à Gennevilliers? Non, c'est la première fois qu'il y avait autant d'absents, notamment le jour de la rentrée. En général, les ministres arrivent à faire semblant de vous mettre les remplaçants devant les classes. Là, au moins à la rentrée, ouais. Au moins à la rentrée. Cette fois-ci, ils n'ont même pas réussi à faire semblant. Ouais. Et ça faisait plus de 200 enfants qui n'avaient pas d'enseignants. Et ça a duré un mois. Et ce qui est dramatique, c'est que les parents ont manifesté, nous avons manifesté, pas de réaction. Ils me placent mal leur ego, ces ministres, parce qu'il suffit que je dise que je ne les reçois pas pour qu'ils règlent dans la nuit l'arrivée. L'accueil républicain, effectivement, le fameux, vous avez dit que... Voilà. Et donc, on fera un point à la rentrée de la Toussaint, parce que j'ai peur que ces remplaçants aient été pris dans les autres écoles du département, et donc on ne va pas forcément les avoir tout le temps. Donc, je referai un point le lundi. Coup de gueule a marché. Sur le plan numérique, reste à voir s'ils vont rester maintenant. Et je redemanderai un rendez-vous au ministre de l'Éducation nationale pour faire un point sur les moyens mis à Gennevilliers dans le cadre. Pour vous, il y a un 2 poids 2 mesures concernant l'éducation. Vous avez dit, vos mots sont forts, vous avez dit qu'on maltraite les enfants de Gennevilliers. Tout à fait. Et quand il n'y a pas d'enseignants, c'est de la maltraitance pour les enfants qui, pour beaucoup... au niveau de l'école élémentaire, école maternelle, sont contents de revoir leurs copains, d'aller à l'école, ne comprennent pas pourquoi eux, ils n'ont pas d'enseignants et que leurs copains en ont. Ils passent du temps en fond de classe parce qu'ils sont en surnuméraire quand les enseignants les acceptent dans les autres classes. Donc il y a une forme de maltraitance. Et quand on parle de quartier populaire, il y a la question de mettre les moyens, au moins le droit commun, c'est-à-dire qu'on ne demande pas forcément toujours plus, mais au moins la même chose que dans les autres villes. Il n'y a pas une autre ville des Hauts-de-Seine qui a été traitée comme ça. Mais c'est un jeu, et c'est pas un secret de vases communicants. Si du jour au lendemain, ils ont trouvé des remplaçants effectivement pour venir au secours de Gennevilliers, c'est-à-dire qu'il manque des professeurs ailleurs dans le département, j'imagine. Ça pose vous avez reçu quelques coups de fil de vos collègues? Non, pas encore, mais ça pose la question de la profession d'enseignant. Comment la revaloriser? Parce que ce qui est dramatique, au fond, c'est qu'on ne trouve plus d'enseignants. C'est-à-dire que je ne sais plus le nombre de postes ouverts, mais je crois que c'est de l'ordre de 3000 postes et 4500 personnes qui répondent au nombre de postes. Donc il en manque la moitié. Et donc évidemment, c'est comme pour les logements. S'il n'y a pas assez de logements, on ne peut pas les attribuer. S'il n'y a pas assez d'enseignants, on ne peut pas les attribuer. Mais on vit une période où on manque de médecins, on manque d'infirmières, on manque d'assistantes sociales, on manque d'enseignants. En fait, on manque de toutes les personnes qui s'occupent des autres. Et donc la question qui peut être posée dans cette société, c'est comment on revalorise les salaires, on revalorise la fonction sociale de ces personnes qui s'occupent des autres. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vous disent ceux qui sont là, les professeurs, les enseignants que vous croisez au quotidien à Gennevilliers? Comment ils tiennent et comment vous les sentez? D'abord, on a des enseignants très engagés, c'est-à-dire qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et en général, on a des enseignants qui sont relativement stables dans notre ville. Ça reste longtemps parce qu'on met les moyens pour créer les bonnes conditions de travail et d'études. C'est-à-dire on met 47% de notre budget de fonctionnement dans l'éducation au sens large, c'est-à-dire culture, sport, loisirs, périscolaire et école. On doit être la ville qui met peut-être simplement
légèrement après Puteaux, mais, et Levallois peut-être. On doit être la 3e ou 4e ville qui met le plus de budget sur l'éducation nationale dans les Hauts-de-Seine. Donc il y a des moyens de mis. Et après, ces enseignants me disent que c'est de plus en plus dur parce qu'ils ne se sentent pas bien reconnus. On leur demande de travailler plus pour gagner plus, et encore, c'est pas sûr qu'ils gagnent vraiment toujours plus. Et c'est un métier difficile. Moi, vous parliez de ma fonction d'apiculteur. Ouais. Il m'arrive que les enseignants me demandent en maternelle de venir présenter les ruches en maternelle aux enfants. C'est super. Je vous assure, tenir de manière attentive des enfants de maternelle, moi je fais ça pendant 3 heures. Ouais. Mais Eux, toute une année. on est épuisé à la fin des 3 heures. Et donc tenir une journée avec des enfants, c'est un métier de concentration, un métier où il faut être dynamique, un métier où il faut avoir du ressort. Donc je les vois mal d'ailleurs de tenir jusqu'à 67 ans. Est-ce que, par-delà votre coup de gueule, il y a une critique de la vision macronienne au final de l'école, ou c'est autre chose ? Alors, si ça dépendait que de l'époque Macron, en fait, c'est une succession de casses qu'on a vu dans l'éducation nationale. Il faut revaloriser les métiers. C'est-à-dire, c'est des métiers où je crois que les enseignants en France sont les plus mal payés d'Europe. Ouais. Donc il y a quand même ce point-là qu'il faudrait regarder. Le deuxième point, il faudrait retravailler des pédagogies aussi, de revoir, par exemple, est-ce qu'on enseigne de la même façon dans des quartiers populaires qu'on doit enseigner à Neuilly, puisqu'on est à Neuilly ici. Si vous posez la question, c'est que vous avez la réponse. J'ai un peu la réponse, puisque l'on sait que l'école ne note pas ce qu'on apprend à l'école, mais note les prérequis. Et donc ce qu'on apprend dans sa famille. Et donc c'est ça les inégalités scolaires. C'est parce que l'école, c'est pas elle qui note ce qu'on apprend à l'école d'abord, mais ce qu'on a appris dans sa famille. Donc toute l'importance des activités périscolaires que les collectivités locales peuvent organiser, ce qu'on fait dans les centres de loisirs, ce qu'on apporte sur le champ de la culture. Et donc, ces éléments-là, il faut les prendre en compte pour améliorer l'égalité scolaire dans notre pays. Patrice Leclerc, en décembre, ça fera 4 ans que la cité éducative a été lancée du côté de Gennevilliers. Avec quel résultat ? Nous, on est contents de la cité éducative. Alors, en vérité, on saute sur tous les dispositifs qui sont annoncés. Et à l'époque, on pensait qu'ils allaient tuer les REP+, et qu'ils allaient remplacer ça par les cités éducatives. Donc on voulait une cité éducative sur l'ensemble de la ville. Bon, on s'est trompé, c'était pas pour tuer les REP+, et c'était pas forcément des moyens supplémentaires. L'intérêt de la cité éducative, c'est moins les moyens, même s'il y a un peu de moyens qui nous permettent de faire des études, mais c'est moins de moyens qu'un REP+, par exemple, ou un REP. Mais c'est la mise en coordination de l'ensemble des acteurs éducatifs. Et ça, par contre, c'est une bonne chose de réfléchir la coéducation à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, entre les enseignants, les parents, le monde associatif, le monde périscolaire. En gros, de faire en sorte que tout le monde se connaisse ce que fait l'autre. Parce que dans les questions éducatives, une des questions importantes qui est posée, c'est est-ce qu'on favorise le transfert de connaissances ? C'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre un enfant d'une classe sociale culturellement dotée, comme on dit, et d'une classe sociale populaire. C'est que l'enfant d'une classe sociale culturellement dotée sait faire des transferts de connaissances du monde de la musique à l'école, du sport à l'école, de ses lectures, de ses discussions avec ses parents, de ses visites de musées. Et donc, dans les milieux populaires, c'est quelque chose qu'il nous faut arriver à développer, ces transferts de connaissances. Et donc, la cité éducative peut être un de ces outils. Alix. Et plus concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour ceux qui n'ont pas accès à cette offre éducative culturelle ? C'est toute l'activité que l'on a dans notre ville. On a créé un conservatoire, par exemple, qu'on a agrandi. On est passé de 800 à 1500 places à Gennevilliers avec des tarifs bas. Et donc, il n'y a pas de limite financière. Par contre, il y a une limite culturelle pour s'inscrire. Et donc, il y a tout un travail auprès des parents pour expliquer que, par exemple, inscrire son enfant au conservatoire, pour caricaturer, ce n'est pas simplement apprendre à jouer du pipeau, c'est apprendre à se concentrer, c'est apprendre à respecter son enseignant, c'est apprendre à collaborer avec d'autres pour pouvoir faire de la musique ensemble. Et autant d'acquis et de connaissances, de compétences qui peuvent se transférer à l'école et qui sont utiles à l'école. Même chose sur les sports, choisir des sports qui favorisent la concentration, la maîtrise de soi, c'est aussi un moyen de pouvoir faire des transferts. Vous pensez à quel sport ?
Et, on peut avoir le karaté, par exemple, qui est pas. Tout ce qui est arts Mais on martiaux, peut avoir effectivement. le rugby, on peut avoir des sports d'équipe, enfin tous les sports à la limite. Après, c'est une question de comment les éducateurs L'approche. sportifs, Ouais. parce qu'il faut aussi que le monde sportif se mette dans ce rôle-là, Mhm. que ce soit pas dans la compétition individuelle, mais qu'il soit comment ils apportent des compétences à ces enfants à travers le sport. Et donc, on développe beaucoup d'activités culturelles à l'école, dans le cadre d'un contrat entre l'éducation nationale et la ville pour des activités artistiques. Donc on a l'école d'Armanet qui intervient dans les écoles, on a tout notre service culturel qui intervient aussi dans les écoles, des collaborations avec le théâtre, des collaborations avec le conservatoire. Tout cela nous permet d'apporter beaucoup d'éléments. On a par exemple dès la crèche un festival tous les 2 ans, mais avec des activités tous les ans sur des arts vivants en direction des bébés et des enfants de maternelle, parce que c'est tout petit qu'il faut travailler ce rapport à la création. Et je lisais d'ailleurs en attendant dans votre émission, il y avait sur votre télé, il parlait d'une étude qui montrait que la verbalisation, enfin le nombre de mots maîtrisés par un enfant dès le plus jeune âge était important pour la suite. Ben oui, et donc il y a aussi tout le travail sur la lecture. Par exemple, on a un prix littéraire des enfants et des parents, et des élus aussi d'ailleurs, parce qu'on y participe, où chaque année, une tranche d'âge a une sélection de livres qu'ils doivent lire, ils doivent choisir, et l'auteur ou l'autrice vient et on lui remet le prix littéraire des enfants, des parents, des élus et des enseignants. Et c'est un moyen de développer aussi la lecture. Tous les élèves y participent Par tranche d'âge. Ok. Chaque année, on change de tranche d'âge. Et on se fait suivre aussi par des spécialistes, comme par exemple Stéphane Bonnery, qui est enseignant-chercheur à Saint-Denis, pour voir est-ce que nos actions sont utiles et servent. Par exemple, sur la lecture, il a fait une longue étude sur Gennevilliers, où on s'aperçoit qu'on fait progresser, pas que par le prix littéraire, mais aussi par le fait que dans les centres de loisirs, on lise des contes, qu'on travaille beaucoup autour de la lecture. On a fait progresser le niveau de lecture de tous les enfants. Ce qui est d'étonnant, c'est qu'on ne réduit pas les inégalités, tout le monde progresse. Mais parce que dans la lecture, les prérequis culturels comptent aussi, et les parents qui font lire très tôt leurs enfants créent des prérequis culturels faisant qu'ils lisent des livres de plus en plus compliqués. Et le maire que vous êtes est inquiet aujourd'hui concernant le niveau de lecture de la jeunesse? Oui, bien sûr. Alors, faut pas tomber dans la caricature que les, non, mais sans les tomber dans la tablettes caricature, encore une empêchent fois. de lire, mais je suis inquiet sur le poids des écrans, effectivement. Que plus on éloigne les enfants des écrans, mieux c'est quand même. Y compris, je prends pour moi, je suis un lecteur Le premier. Je vous ai vu arriver tout à l'heure avec. Je lis beaucoup sur la tablette, bien sûr, mais je lis. Mais pour lire, je mets mon romans, téléphone plus loin, parce que sinon ça m'empêche de lire. Non, les romans, je lis en papier, en réel. Et donc oui, il y a une inquiétude sur la lecture. Et donc on a un bon travail. On a 3 médiathèques à Gennevilliers aussi sur les gratuites, qui nous permettent aussi de faire que les classes puissent y aller, travailler la lecture, le rapport à la lecture. Chaque école a une BCD dans lequel on livre des livres chaque année, de la même façon qu'on donne un dictionnaire à une tranche d'âge de je me rappelle plus d'ailleurs, CM1 je crois, ou CE2. En fait, chaque tranche d'âge a un dictionnaire qui permet aussi de travailler ce rapport aux mots et à la connaissance des mots. Sur le plan éducatif, quelles sont les principales difficultés pour le maire que vous êtes? Encore une fois, je sais que vous voyez les solutions et pas les difficultés, mais si on devait sectionner une les difficultés, c'est élever les exigences éducatives de tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas en baissant dans une ville populaire, il faut monter les exigences éducatives. C'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour nos animateurs, c'est vrai pour nous élus, c'est vrai pour les parents. C'est de se dire que c'est des enfants qui ont moins de facilité par la vie et par leur milieu social. Et donc, c'est des enfants avec qui il faut avoir le plus d'exigences, à la fois le plus d'exigences en termes de moyens qu'on leur met, et donc et aussi en exigence sur nous-mêmes, pour dire il n'y a pas à baisser de niveau, il faut travailler la lecture, il faut travailler les mots, il faut travailler le vocabulaire, la précision du vocabulaire, et donc c'est de faire en sorte aussi que les parents eux-mêmes soient sur ces exigences. Alors c'est ça. Et pas forcément une délégation de déléguer cela qu'aux enseignants, parce que je le disais tout à l'heure, l'école note les prérequis en dehors de l'école. En fait, les enfants, je crois, la scolarité, c'est que 10% de leur vie, en vrai. Le reste, c'est... Et ça passe par un soutien personnalisé, aussi bien pour les enfants que pour les parents? Il y a du soutien, oui, parce qu'on a créé, par exemple, l'école des parents, la maison des familles, avec des activités, des rencontres. Et puis, c'est aussi, nous, élus, donner des conseils. C'est-à-dire, moi, à chaque fois que je vois un enfant, je lui demande s'il lit.
le soir, et c'était donné comme conseil aux parents de mettre dans les mains de leurs enfants un livre, et que le soir, se coucher de bonne heure. Parce que, si vous lisez, il y a une des inquiétudes, c'est la baisse du temps de sommeil des enfants. Or, le temps de sommeil, c'est important pour apprendre. Plus le temps de sommeil baisse, moins on est en capacité d'apprendre. Et donc, c'est important de travailler sur le temps de sommeil. Et par contre, on peut rogner de 15 minutes le temps de sommeil si c'est pour lire un livre. Et justement, vous avez écrit Inventons un nouvel art de vivre populaire. Comment est-ce que vous intégrez les idées de votre livre à la gestion de la ville de Gennevilliers ? Par exemple, sur ce thème de la coéducation, je pense que il faut... on parle d'enfants rois, de choses de ce type, ce qui n'est pas faux dans la société actuelle. C'est de faire en sorte que les parents acceptent que les autres adultes soient aussi coéducateurs de leurs propres enfants. Et donc, c'est de refaire en sorte, c'est peut-être mythifié, parce que moi je suis vieux maintenant, mais ce que je dis souvent, c'est quand la voisine du dessus rouspétait parce que je faisais du bruit en bas, au pire, j'allais faire du bruit plus loin. Au mieux, j'arrêtais parce que je savais que la communauté des adultes, respectait les enfants, mais aussi était solidaire entre eux pour nous éduquer. Et donc, il faudrait retrouver ça dans les quartiers populaires, parce que c'est cette coéducation qui est importante sur les postures, sur le fait de se dire ce que l'on dit, notre façon de parler aux enfants aussi. Et ça, les parents le comprennent. C'est important. Parce qu'on parle des enfants, mais les parents. Alors, c'est toujours compris théoriquement, un peu moins en pratique, puisqu'on a des gens qui se disputent aux entrées, aux sorties d'école, voire même avec les enseignants. Sur le terrain de foot, quand il y a des choses qui sont dites. Et donc, le vocabulaire, la qualité du langage aussi est quelque chose d'important. Et souvent, je dis, même dans les langues maternelles, parler précisément dans votre langue maternelle, c'est mieux que de parler un mauvais français. Parce que vos enfants, d'abord, ils auront la chance d'être bilingues, mettent peut-être un peu plus de temps, et encore, à démarrer dans le langage en français, mais ils rattrapent ensuite, parce que c'est la précision et le nombre de mots connus qui sont importants, que ce soit dans la langue française ou dans une langue étrangère. C'est comme ça que se forme la pensée. Et donc là, par rapport à mon livre, il y a tout un chapitre sur la coéducation, mais il y a aussi un chapitre sur notre expérience que l'on a fait, qui malheureusement est tombée démocratiquement. C'était les temps d'activité périscolaire. On avait profité de la réforme Payon pour banaliser un après-midi entier de façon obligatoire, même si ce n'était pas vrai que c'était obligatoire par la loi, mais qu'on rendait obligatoire à force de le dire, qui faisait que 98% des enfants de notre ville avaient un contact avec des profs du conservatoire, des profs de l'école d'Armanet. En gros, tout ce que les couches sociales culturellement dotées ou les enseignants faisaient avec leurs enfants, toutes les catégories sociales de Gennevilliers avaient droit un après-midi par semaine. Et ça, malheureusement, c'est tombé. Un petit mensonge qui a porté ses fruits. Oui, parce que ça a permis des inscriptions au conservatoire, d'ailleurs. Ça avait des conséquences extrêmement positives. C'est tombé parce que les parents et les enseignants ont pensé que la semaine de 4 jours et demi était trop longue. Ils ont voulu revenir à la semaine de 4 jours, sous prétexte que les enfants étaient fatigués, comme si les enfants ne se levaient pas à la même heure tous les jours. C'est-à-dire que la question des rythmes... Il y a aussi la question des rythmes biologiques qui sont mieux à prendre en compte aussi. Monsieur le maire, qu'est-ce que le dispositif du fil continu et pourquoi c'est une réussite ? Ça, c'est une belle réussite, une fierté. C'est en direction des... On s'était aperçu il y a quelques années... Alors, c'est les mandats précédents, j'y suis pour rien, c'est les équipes précédentes auparavant. On a continué, oui. Qui s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'exclusions au niveau du collège. On était à plus de 300 enfants qui étaient dehors, exclus, puis qui, forcément, de l'exclusion punitive, ça devenait presque une gloire de venir à la sortie du collège narguer ses copains parce qu'on n'était pas à l'école. Des exclusions temporaires. Et voilà. Ouais. Et oui, puis des fois il y a des exclusions qui durent parce qu'avant de retrouver une place, ça peut durer longtemps. Et donc on a créé avec l'éducation nationale le service jeunesse et pré-ado, le PRE, le fil continu, qui est une structure en gros qui accueille ces enfants exclus. Et dont l'objectif, c'est de leur redonner envie de retourner à l'école. Donc, qu'ils ne soient pas dans la rue. 2, qu'ils se retrouvent non pas dans un cadre scolaire, mais dans un cadre où on les écoute. Ça passe par l'échange ? Oui, ça passe par l'échange. On retravaille leur motivation pour essayer de faire en sorte qu'ils retournent à l'école et qu'ils arrêtent leurs bêtises pour ne plus être exclus. Alors, ça a eu comme effet, que les collèges excluaient moins, parce qu'on leur a fait remarquer qu'ils excluaient facilement quand même, qu'il n'y avait quand même pas toujours matière à exclure. C'était aussi pédagogique que de s'occuper des enfants un peu difficiles. Il faut le faire. Et 2, que ceux qui sont vraiment difficiles, on puisse les aider. Ça a comme conséquence que, il y a des enfants
qui ont fait des terminales S, qui sont passés par ce dispositif, d'autres qui reviennent nous voir, même quand ils sont à la fac, parce que quand ils ont un problème. Et là, on a créé une structure, c'est un grand pavillon, dans lequel on a mis ce dispositif du fil continu qui s'adresse aux collégiens. Et dans les étages du dessus, on a ce qu'on appelle le réseau étudiant. Donc nous finançons 2 ou 3 postes de personnes, de jeunes, qui s'occupent de ce réseau étudiant et qui ont plus de 400... Ils ont 800 adresses, mais 400 en permanence, jeunes de notre ville qui font des études. 800, c'est parce qu'ils rajoutent ceux qui sont sortis des études, mais qui sont embauchés. Et donc, il y a de l'entraide à la fois pour les études, il y a du soutien. Donc ça marche pour les lycéens et pour les étudiants, j'imagine. Plus pour les étudiants. Là, c'est vraiment pour les étudiants. Et qui fasse que comme on n'est pas né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, comme je dis à Gennevilliers, donc on n'a pas forcément un tonton, une tata, ingénieur, et qui ont fait les professions auxquelles on se destine, médecins et autres. Ben, ceux qui ont réussi cela, ou fait cela, ben, les aident à trouver aussi un boulot, parce que ça marche par réseau. Certains disent par piston, mais c'est par réseau qu'on trouve aussi des embauches. Et donc ça permet de développer. Donc on a dans la même structure ces jeunes un peu plus en difficulté, ces jeunes qui ont des volontés. Et donc ça aussi, ça aide à créer dynamique. Et il y a des formations proposées au sein de ce réseau? Non, c'est de l'aide. Ils font des voyages. Il y a de l'aide, par exemple, quand je disais qu'il y a des questions culturelles, ben, par exemple, on a des jeunes de Gennevilliers qui se retrouvent à Janson de Sailly ou autres. Leur difficulté, c'est pas les maths et le français, c'est les prérequis culturels. C'est de savoir ce qui s'est fait à l'opéra, c'est toutes ces choses-là. Donc ils organisent aussi des sorties de ce type pour essayer de faire de la compensation culturelle. La loupe, c'est avec Alix. Et cette année, c'est une année pour le moins sportive qui s'annonce à Gennevilliers. Oui, avec pour horizon les JO 2024. Elle a commencé fin septembre avec la Run and Fun, une opération d'une journée dédiée à la célébration de la santé et du sport dans toute la communauté. L'idée, c'était de faire une course, mais pas une course compétition. C'était l'idée de faire une course qui est accessible à tous, pour les plus sportifs jusqu'aux moins sportifs, et de leur rendre très familial. On peut venir avec des bâtons de marche nordique pour le faire. On peut venir aussi avec ses enfants et puis marcher si on a envie, quoi qu'il en soit, sur des distances de 2,5 km, et on fait autant de boucles qu'on veut pendant 1h30. En plus des ateliers que pourront faire tout public, il y aura aussi pour les associations sportives qui se sont inscrites au défi, des défis à réaliser. Alors l'atelier, c'est un atelier de pratique sur lequel on va venir s'amuser avec ses enfants ou en tout cas avec les gens avec qui on est ou même tout seul. Le défi, par contre, là, on aura une petite compétition, c'est-à-dire qu'on va mesurer une performance, soit avec le chronomètre, soit avec de la précision. En tout cas, c'est une petite épreuve et le but du jeu, c'est que en cumulant les points sur les défis, les associations sportives fassent une petite compétition ce jour-là. Et ce n'est pas tout, puisque l'opération a continué le lendemain au centre nautique de la ville. Allez. Les jeunes ont pu y faire du kayak, des cours de renforcement musculaire. Certains ont même pu y faire leur baptême de plongée, une initiative où la gratuité et l'inclusivité sont au cœur de l'événement, montrant que le sport est accessible à tous, peu importe leur niveau d'expérience. Monsieur le maire, les habitants étaient au rendez-vous ? Oui, il y a du monde. On n'y a jamais suffisamment. Moi, j'aimerais bien que ce soit plein et qu'on ait des difficultés à accueillir, mais on a beaucoup de monde. Par exemple, on a l'éveil sportif pour les très jeunes enfants. Maintenant, on commence à ne plus avoir assez de place. C'est-à-dire que la question se pose soit d'augmenter nos effectifs, soit de faire des numerus clausus, parce qu'on n'arrivera pas à accueillir tout le monde. Et donc, c'est plutôt quelque chose qui progresse bien. Puis, on a un bon travail avec les clubs eux-mêmes qui font beaucoup d'efforts et avancent sur cette question du sport féminin, parce que ce n'était pas gagné, ça avance beaucoup, et du sport et du handicap. Et puis maintenant, on essaye de travailler le sport santé, qui est un élément important du développement sportif, mais pour le développement personnel des habitants de notre ville. Donc là, sur le sport santé, vous avez le sentiment que vous allez pouvoir encore plus sensibiliser avec l'arrivée des JO ? Oui, ou même sans. Enfin, oui, parce qu'il y a des moyens qui sont mis, ça aide. Et puis là, on vient de créer la maison du sport santé en lien avec les clubs sportifs. Donc, c'est quelque chose qui va nous permettre encore de progresser. Et donc, et en lien avec les médecins qui peuvent orienter des personnes vers le sport
Parfois, plutôt que des médicaments, il faut mieux activer le sport ou en complément des médicaments, développer les sports. C'est un élément important qu'on travaille aussi en direction des retraités, par exemple, avec des activités sportives. On a un grand club avec plus de 600 adhérents retraités. Et donc, on a des activités sportives dans ce club. Et puis, ce qu'on en fait avec les enfants, on a beaucoup d'activités sportives. Il faut savoir que ça peut être autonome, mais on est une des seules villes à avoir un centre équestre en milieu urbain. Mais on a aussi le record de taux d'équipement sportif. On doit être la seule ville à avoir, en tout cas dans les plus hauts, puisqu'on a un équipement sportif par quartier. Et si vous prenez l'équipomètre de la région, on a les taux d'équipement les plus élevés de la petite couronne. Pour vous, monsieur le maire, le sport, c'est un vecteur important du vivre ensemble. Dans quelle mesure vous utilisez justement cet outil pour ce fameux vivre ensemble aujourd'hui? Oui, alors c'est pas magique le sport, c'est comme la culture, c'est-à-dire, parce que des fois on parle des valeurs du sport, mais il faut savoir de quoi on cause. On parle des valeurs des milliardaires, de la pub en permanence, du fric, des gens qui... Oui, là vous parlez du foot. Pas seulement, parce que c'est vrai que c'est tous les sports professionnels maintenant. C'est-à-dire que l'argent est là en permanence. Quand on voit qu'au foot, mais même au rugby maintenant, c'est-à-dire qu'ils demandent des primes pour jouer, alors que ça devrait être un plaisir. Après, c'est pas le même salaire en rugby. Voilà. Donc, mais par contre, il y a des éléments dans le sport, et puis il y a des éducateurs sportifs, des bénévoles qui passent beaucoup de temps et qui font passer effectivement des notions de goût de l'effort, de la patience. Ça aussi, ça se transmet dans le système éducatif. Travail d'équipe. C'est comme dans la musique, c'est-à-dire qu'on n'est pas bon du jour au lendemain, on n'est pas bon parce qu'on a décidé d'être bon, on est bon parce qu'on travaille, on fait des efforts sur soi-même et on prend même plaisir à faire ces efforts sur soi-même. Et c'est ça qui se transfère aussi dans la vie et dans le monde éducatif. Et le sport peut être un bel outil de ce point de vue-là. Il faut aussi aider les éducateurs à transmettre cela, parce que si les éducateurs sont dans le monde du fric ou le monde de la stérilisation, ça ne fonctionne pas. Donc le sport n'est pas magique. Je trouve les éducateurs pas trop, c'est souvent les parents. Les parents, ils pensent tous qu'ils ont un petit Kylian Mbappé. Vous parliez dans mon livre, j'ai une phrase un peu brutale qui dit que les nazis étaient très cultivés et très sportifs. Donc les valeurs du sport ne sont pas forcément toujours là. Donc ça se travaille. Il y a un sens à donner dans les activités sportives comme dans les activités culturelles pour que ce soit des activités d'émancipation et de développement humain et pas autre chose. 47%, si je me souviens bien ce que vous m'avez dit, monsieur le maire, du budget de Gennevilliers consacré aux activités éducatives, culturelles et sportives, oui. Tout à fait. Et ça fait près de 60 millions d'euros. Plus près de 60 millions d'euros. Et dans quelle mesure vous avez pris le virage du numérique? Alors, on a parlé un peu des écrans, mais le numérique éducatif. C'est un virage qu'on a pris dès le début, je dirais, notamment avec les tableaux numériques qu'on a installés à la demande dans les écoles. On a un souci ridicule, c'est que le Wi-Fi ne fonctionne pas toujours très bien, donc il faut que nous, on arrive à s'améliorer techniquement dans nos écoles. Oui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi nos services n'arrivent pas à faire fonctionner le Wi-Fi bien partout. Le message est passé. Mais bon, ça fonctionne. Oui, voilà, parce que c'est un vrai problème. Par contre, on a des tableaux numériques, on équipe. Là, l'idée, c'est d'équiper maintenant plutôt en déplacement de classe avec des ordinateurs portables qui puissent se passer de classe en classe, parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin toujours du numérique dans la classe, et donc d'avoir ce système qui se développe. Donc on va développer ce genre de choses. D'accord. Donc ça, c'est des éléments importants qu'on fait progresser. Oui. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui, monsieur le maire. J'espère que la rentrée va bien se passer. Effectivement, parce que ça a été quand même très compliqué cette rentrée. Je le souhaite aussi. En tout cas, on fera tout court avec les parents pour garder nos enseignants. Et les ministres viendront. Ils font un très beau métier. Vous accueillerez les ministres du coup. Oui. Merci beaucoup Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, conseiller métropolitain, agriculteur, auteur, je le rappelle, de Inventons un nouvel art de vivre populaire. C'est aux éditions Arcane 17. Un grand merci à toi Alix. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, un nouveau mag. Excellente journée.